Salut mon Thierry, Salut Pierre. ça va bien? Très très bien, je te remercie. Avec ce beau soleil catalan là. Ah mais toujours, ouais. Ouais, après une bonne semaine de stage. Oui, voilà, Où tu n'étais pas là. oui, Mais et très pluvieuse d'ailleurs, ouais, donc on profite, ouais. c'est clair. Et là tu embrayes sur une deuxième semaine. Oui, tout à Ouais. fait. Ah oui, j'ai laissé la première semaine, et ça a été un moment assez fort pour moi, puisque c'est la première fois où il y a un stage Régénère qui se passe, dans lequel je ne suis pas présent. C'est ça. C'était, tu sais, c'est toujours ambigu, quoi. Je suis super content, parce que ça prouve que la transmission fonctionne. C'est ça. Et en même temps, difficulté à lâcher le bébé, quoi, d'une Ouais. certaine manière. Et j'ai vu ce mouvement en moi, et ça a été intéressant. Et c'est aussi sans doute encore une fois une récompense d'une certaine manière pour toi. Puis tu te dis, en fait, ce que je transmets depuis le début, c'est pas seulement ma personne, c'est aussi un message de fond. Ouais. Et le message de fond, les gens le comprennent et donc ils viennent même si je suis pas là. Exact. Et, Ah, mais ça a été, je vais te dire même mieux que ça, il faut pas le dire très fort, mais la personne qui s'en est occupée, c'est Jérôme, c'est un copain. Enfin, je veux dire, je l'ai pas confié à n'importe qui. Jérôme, on se connaît depuis des années, je connais la solidité de sa conviction, il est habité par le message, donc j'y allais en paix. Mais la première semaine, c'est rempli plus vite que la deuxième semaine où moi j'étais. Oh là 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 là, pour l'ego, ça. ouais, mais au moins, les gens, ils sont dans la pratique. Exactement. Mais ce qui veut dire aussi que, constatant ça, quand on en a parlé avec Jérôme, on s'est dit, bon, ne soyons pas dupes. Si j'étais présent, ça rajoute une valeur. Donc si les gens sont capables de venir à une semaine d'expérimentation, alors que je ne suis pas là plus qu'à une semaine où je suis là, ça veut dire que le besoin d'expérimentation est vraiment fort. Et donc ça veut dire qu'on va revoir la structure de nos stages pour vraiment laisser la part belle à l'expérimentation. Et d'ailleurs, on en parlait hier soir, mais je pense que l'idée vers laquelle on va se diriger, c'est que les prochains stages, les gens, quand ils s'inscriront, ils recevront un contenu vidéo qui leur donnera la théorie. Et c'est pas la peine, la théorie, tu peux être face à ton écran pour la regarder, il n'y a pas de souci, il n'y a pas besoin d'être en salle. Et après, quand on sera en salle, ça sera uniquement pour de l'interaction, des questions, des approfondissements, des éclaircissements. Voilà, ça sera ça. Et donc, tout le contenu théorique aura été vu préalablement. Et beaucoup d'expérimentation avec tout ce qu'on propose ici, le panel des outils que l'on propose pour que les gens puissent expérimenter. Et hier, quand j'ai posé la question aux gens, je leur dis, qu'est-ce que vous avez le plus découvert cette semaine? Ils me parlaient des bains froids, ils me parlaient du jeûne, ils me parlaient du groupe aussi, de la force du groupe, du lien. Et c'était pas dans le domaine de la connaissance, mais de l'expérience. Et ça, c'est bien. Ça, c'est très, très bien. Bien sûr. Bah, dans cette philosophie de transmission, j'ai souhaité te remettre face caméra pour nous parler justement de ce concept-là et à quel point ça a évolué, puisqu'on arrive à l'aboutissement quand même, 400 000 abonnés, même si c'est... Je vais pas m'arrêter là. Non, voilà, je veux dire aboutissement, je veux dire récompense en tout cas. On voit à quel point ça marche. On voit à quel point ça marche. Tu fais la une des journaux. Non, je rigole. C'est le cas, mais bref. Si on prend le début de Vivre Cru, qui est devenu après Régénère, on voit que quand même ta philosophie et ton discours a énormément évolué. Moi, je me rappelle les premières vidéos que j'ai regardées. J'étais encore au Japon. Il devait y avoir quelques milliers d'abonnés seulement sur ta chaîne. C'était avant tout tourné sur l'alimentation, c'était encore avant tout tourné sur comment je fais pour me soigner, pour régler mes problèmes par l'alimentation, etc. Maintenant, le slogan de ce stage-là, c'était devenir être fort pour être utile. C'est quand même une toute autre mentalité où on s'est tourné vers l'autre pour changer le monde. Je veux pas dire, mais en termes de pertinence, on a fait un gros saut en avant, quoi. Donc, voilà. Qu'est-ce qui a vraiment fait évoluer ton regard par rapport au discours que tu devais transmettre? Et comment, secondairement, le fait de devenir papa a impacté ce regard? Et est-ce que c'est pas ça qui, finalement, de manière sous-jacente, a influencé un peu le tout? Et tu dis, bon, là, je vais mettre quand même un enfant dans ce vaste monde. Il faut que je le rende meilleur, ce monde. Il faut que quand même qu'on améliore les choses. J'ai déjà répondu en partie à la question. Ouais. Il y a deux choses. Plus tu es en difficulté, plus tu es en faiblesse, plus tu es centré sur toi-même. Ça, c'est un mouvement normal de la biologie. Bah ouais, tu penses d'abord à toi. Il n'y a pas plus égoïste que quelqu'un qui est faible, pauvre et fragile. Alors tu me diras non, il y a des expériences de personnes qui sont en très grande faiblesse et qui peuvent avoir vraiment des dimensions du cœur, c'est rare. La plupart du temps, la biologie nous pousse à nous recroqueviller sur nous-mêmes et c'est ce que j'ai vécu moi pour avoir vécu la très très grande faiblesse. Donc
déjà, comme première réponse à ta question, le simple fait d'année après année de vraiment acquérir beaucoup plus de force, d'antifragilité, un concept que tu apprécies énormément, fait que je suis apte maintenant à ne plus être uniquement centré sur ma personne ou parler à des personnes qui sont centrées sur leur personne, mais à être dans le débordement. Hein, souvent, je dis, on ne donne bien qu'à partir de son débordement. Mais là, je pense, et c'est là où c'est stupéfiant pour moi, c'est-à-dire que à 33 ans, j'étais dans un état d'affaiblissement extrêmement impressionnant, je n'étais plus capable de rien et donc certainement pas de m'occuper des autres. Maintenant, à 45 ans, je suis en état de débordement. Et c'est ça où c'est vraiment très intéressant, c'est-à-dire que ce qui est présenté normalement comme un avancement en âge et comme une perte de capacité, est pour moi et pour des tas d'autres personnes, l'exact inverse. Hein. Et il n'y a pas donc d'inéluctabilité. Il y a des principes, et si c'est un principe, tu les respectes. Donc ça serait la première réponse, c'est que déjà sur le plan personnel, j'ai acquis énormément de force physique, de force mentale. Le travail en vidéo aussi m'a amené ça, parce que la confrontation avec, tu parlais de une des journaux, les médias, les choses comme ça. Je sais que le dernier gros jalon pour moi, ça a été ma série de vidéos sur les vaccins, où ça a bombardé sérieusement. Et en même temps, j'en suis ressorti. C'est fort. C'est comme si j'avais un espèce d'énorme rire qui était montré des entrailles. Et en fait, ça peut paraître très présomptueux, mais j'ai vaincu la peur. La peur qu'on ne m'aime pas, la peur de l'opinion publique, la peur qu'on me rejette, la peur... Non, parce qu'en fait, c'était tellement important pour moi d'apporter ce travail sur la vaccination. Je savais pertinemment que j'allais au casse-pipe, d'une certaine manière, que j'allais m'en prendre plein la figure. C'était évident. Tout le monde m'a prévenu. Et en même temps, j'avais vraiment besoin de le faire, parce que je voulais apporter de l'information pour que des parents puissent faire un choix éclairé, en tout cas qu'ils aient l'autre tenant finalement de la problématique, en leur disant pas tu dois faire ceci, mais plutôt bon, ok, on te dit ça, moi je te dis ça, et peut-être maintenant à partir de ces deux informations, fais ton choix et puis va peut-être creuser par toi-même. Donc ça, c'est une dimension, c'est certain. Il y a aussi évidemment la notion de la dimension de la paternité. C'est pour moi le plus formidable remède anti-introversion, on va dire d'une certaine manière. Et ça, c'est certainement, oui, à titre personnel, c'est certainement l'aventure la plus dingue de ma vie. C'est celle qui m'a mis le plus au challenge. Parce que quand t'as peu dormi, que t'as un gamin qui se réveille à 3h du matin et que dans ces moments-là, il faut être doux, aimant, parce que de toute façon, c'est la seule façon que ça marche, que plus tu vas t'énerver, plus ça va, obligatoirement, ça te demande d'aller chercher des ressources qui sont du domaine de l'attention à l'autre, du soin à l'autre, de la présence à l'autre, et qui te détachent un petit peu de ta propre problématique. Ok, t'as pas assez dormi, ok, t'es en vrac, ok, t'as envie de râler, oui, mais tu vas pas le faire. Et donc ça, je trouve que c'est un formidable remède au quant à soi, finalement, dans lequel j'étais, comme certainement beaucoup de monde, mais dans lequel j'étais. Et puis, il y a surtout aussi, au fur et à mesure de l'avancée des vidéos, de se rendre compte que, tu veux, parfois, en accumulant les choses et en les répétant, il y a un moment où tu te rends compte que le système, il est relativement fermé. C'est-à-dire que le point de départ, au départ de mon travail, c'était, ok, je suis dans un état de fragilité, réfléchissons à qu'est-ce que je dois trouver dans mon environnement pour pouvoir fonctionner dans cet environnement. Et ça, au fur et à mesure d'expérience sur moi-même et d'expérience sur les autres aussi, de voir leurs témoignages, je me suis rendu compte que c'était bien joli, mais on se construisait une espèce de prison dorée, dans laquelle finalement, on arrivait à fonctionner, mais dans des conditions qui étaient extrêmement précises et qui ne permettaient pas la moindre adaptabilité. C'est-à-dire que quand même, cette envie d'aller vers le monde, qui normalement est l'apanage de la santé, il n'était pas présent, parce qu'on était en fragilité. Si tu n'avais pas exactement ton quota de sommeil, ta nourriture exacte, ça marchait pas, tes bons horaires et tout, ça marchait pas. Et je pense qu'il y a eu un ras-le-bol par rapport à ça. Et moi, je l'ai vécu par rapport au froid. Par exemple, toi, je sais que tu étais bien calé aussi sur l'exposition au froid. Et c'est vraiment, je l'ai déjà raconté, mais avec ma famille, on a déménagé, on s'est installé dans les montagnes catalanes. J'étais super content, j'avais trouvé un magnifique environnement. Par contre, on était à 800 mètres d'altitude, donc il faisait un peu moins chaud que dans la plaine. Et le premier hiver, j'étais tout imprégné de ma fragilité. Qui était d'abord avant tout mental plus que physique même, parce que mon corps était déjà, il avait une capacité, d'ailleurs on s'en rend compte toujours, on a des limites qui sont d'abord avant tout aussi au niveau de notre système de croyance, mais en tout cas moi et donc j'étais tout le temps en train de me protéger, et je ne profitais pas de cet environnement qui était magnifique. D'une certaine manière, il y avait des journées où j'étais à l'intérieur et je regardais le bel environnement dans lequel je vivais au travers d'une vitre.
Et il y a un jour où j'en ai eu marre, je m'en souviendrai toujours, on a une grande mare, un grand réservoir d'eau, et il y a ma femme qui m'a regardé un peu stupéfaite. Je me suis mis en maillot et j'ai foncé dans l'eau en disant il y en a marre, c'est moi le boss et voilà, j'en ai marre de cette fragilité, j'en ai marre d'avoir peur du froid et ainsi de suite. Il y a quelque chose qui a cassé par accumulation, j'en pouvais plus de cette fragilité. Et quand ce système de croyance il a cassé, quand j'ai commencé à comprendre bien les principes de l'hormèse que tu enseignes bien, d'ailleurs je les ai compris aussi dans l'expérience, ouais. Donc des fois en me grillant, c'est-à-dire en allant trop loin, dire hop là, limite de la capacité adaptative du corps, il faut quand même les comprendre. Parce que moi je regardais des vidéos, je découvre Wim Hof, tu vois, qui se baigne dans la glace, je me dis je vais faire pareil tout de suite. Non, il faut quand même respecter, et le corps a des tempos, des temps qu'il demande pour s'adapter, mais si tu le respectes et que tu le fais en intelligence, eh bien ça donne des résultats qui sont absolument incroyables. Et c'est vrai qu'à partir du moment où d'une certaine manière le verrou de croyance, de fragilité, qui me bloquait complètement à sauter, et que d'un seul coup tu ouvres la porte et là tu découvres un univers vaste face à toi, et tu as envie de devenir chaque jour plus fort pour pouvoir l'appréhender, pour pouvoir l'explorer, et c'est vraiment jubilatoire. Ouais, c'est vraiment la différence qu'il y a entre la robustesse que tu as pu essayer de chercher et de trouver à travers ton environnement, comment par l'alimentation, par ceci, par cela, comment je me renforce, parce que justement je ne suis pas encore dans le trop-plein pour pouvoir donner. Donc il me manque des choses, il me manque des clés de compréhension, il me manque des choses, je ne suis pas en parfaite santé, et donc je ne peux pas encore rayonner et donner. D'accord, donc je vais me renforcer. Mais le renforcement, c'est bien. La robustesse, c'est bien. C'est toujours l'histoire du chêne et du roseau. Et pour ça, il suffit de comprendre qu'en fait, il ne faut pas essayer de sauter sur une vitre et de renforcer la vitre. Il faut essayer de sauter sur un trampoline, quoi. Trampoline, tu vas lui donner de la force, il va t'en renvoyer plus. Quelque chose qui est anti-fragile, c'est quelque chose qui va bénéficier de se faire secouer, quoi. Sur un carton que tu vas envoyer à ton Tombouctou, qui marque fragile, ça veut dire, oh là, faut pas y toucher. Ou pas trop fort, sinon ça risque de casser. Par contre, imagine un carton, un colis où il y a écrit antifragile. S'il vous plaît, secouez-moi. C'est-à-dire, secouez-moi, je vais en bénéficier. Là, c'est un autre concept. C'est-à-dire, ça va bénéficier du fait d'être secoué, d'être mis au challenge, quoi. Et c'est vraiment ça qui nous manque, je pense. La robustesse, c'est bien, mais la robustesse, c'est toujours relatif au stress qui va arriver. Tu vas toujours trouver un stress qui va casser le chêne. Qui sera supérieur à ce que tu peux supporter. Bien sûr, qui va casser la vitre sur laquelle tu reposes, la glace sur laquelle tu reposes. Donc c'est pas une histoire de faire épaissir la glace, c'est faire en sorte que ce soit pas de la glace, mais une espèce de trampoline. Bon, évidemment, le trampoline, si tu mets un poids trop fort dessus, la toile, elle va, il y a quand même une limite. Déchirer. Et c'est là où on apprend soi-même, mais le fait d'être antifragile, ça nous donne une liberté d'esprit, quoi. C'est-à-dire, peu importe l'épreuve qui va arriver, je sais que je vais pouvoir m'y adapter à une certaine mesure, évidemment. Et chaque épreuve va me renforcer. C'est-à-dire, c'est pas une fatalité et c'est pas quelque chose de négatif de se mettre au challenge et de se mettre dans une épreuve. Comme tu as pu voir à série de vaccins qui est arrivé. Tu dis, bon, je sais qu'il faut que je le fasse. C'est mon éthique. Ça fait partie de ma voie. Exactement. Ça respecte toutes mes je voyais valeurs. la vague arriver. Voilà. Je savais qu'elle a été grosse, je savais que j'allais me ramasser la vague sur la gueule. Tu sais, c'est un peu comme quand tu es en surf, que tu remontes au line-up pour prendre, et tu as des vagues qui t'arrivent dessus. Qu'est-ce que j'en fais ? Tu vas les bouffer, les vagues. Ouais. C'est normal. Je veux dire, tu peux pas après surfer une vague si tu n'as pas accepté préalablement de te manger ces vagues. Ça fait partie du jeu, ça fait partie du chemin, et c'est pas un souci parce que c'est accepté. Et je te dis, ça participe même à cette espèce de rigolade intérieure. C'est ça, la posture mentale finalement. Tu vois l'épreuve arriver. Et tu vois, c'est marrant ce que tu dis parce que c'est avant tout une posture mentale. Et c'est clair parce qu'il y a de cela 10 jours, par exemple, juste avant le début du stage, j'ai eu un petit accident. J'ai fait une erreur de débutant. Chez nous, on se fait le bois. J'ai une très grande forêt au-dessus de chez moi. Et en abattant un vieux châtaignier, j'ai mal calculé son angle d'abattage. Et donc, il y a une partie des branches qui me sont tombées dessus. Et donc, je me suis pris une branche dans l'œil gauche. Et avec une perte de la vue assez impressionnante. Et immédiatement, je me suis dit, rarement j'ai l'occasion de tester. Ok, je teste. Je teste. Alors qu'est-ce que je fais ? Bon, Nouvelle épreuve. Ok, bon, point 1, on va être clean au niveau alimentaire et tout. Je vais favoriser le jeûne pour permettre la régénération, l'hormone de croissance qui se booste et tout. Enfin, tu connais ça par cœur. Deuxièmement, la détente, parce que pour que ça se régénère, de la détente. Ok, bon, mais qu'est-ce qu'on a fait ? On est parti une semaine en vacances en famille, dans la montagne, source chaude. J'ai passé mon temps à buller avec les enfants, à beaucoup dormir. Mon épouse a pris le relais pas mal avec les enfants, me disant, va faire la sieste, dors au maximum et tout ce que tu veux.
veux. Et ben, le résultat, c'est quoi? C'est qu'une semaine après, l'œil, il est complètement réparé, alors que j'avais quand même une perte quasiment à 100% de la vue. Alors, c'est marrant parce qu'après il y a un copain que j'ai croisé qui me dit « Ah, ben finalement, c'était 3 fois rien. » Je dis « Non, je sais pas. En tout cas, le corps a redémarré de lui-même. » Et ce qui était surtout intéressant, c'était la posture mentale par rapport à ça. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'inquiétude, il n'y avait pas de... Non, je connais les règles, je sais ce que je dois faire pour que ça redémarre. Et puis si ça redémarre pas, de toute façon, il n'y a rien d'autre qui pourra me le faire redémarrer. Donc il n'y a pas à s'inquiéter. Je me mets dans la position et j'y vais. Et ça... Quand je te disais tout à l'heure de cette espèce de rire par rapport à l'épreuve, tu vois, ce rire qui vient de l'intérieur, cette espèce de... Et ça y participe. Et ça donne une décontraction par rapport à la vie, par rapport aux épreuves. Souvent d'ailleurs maintenant, tu vois, quand il peut y avoir encore, par rapport à une épreuve qui arrive, la plupart du temps on l'a recherchée, mais tu vois, au moment où elle arrive, il y a un petit moment de je veux pas. Je me pose souvent la question, et si tu le faisais pas, quel serait le niveau de regret que tu pourrais avoir? Et la plupart du temps, j'en arrive à la conclusion que si je ne le faisais pas, je n'aurais que des regrets. Et si je le fais et que j'échoue, ça n'a pas vraiment d'importance. Et de faire cette balance, ça permet d'être vraiment décontracté et d'y aller franco, d'y aller totalement, d'y aller sans rien retenir, en disant au final, si ça marche pas, j'aurais quand même la joie d'avoir essayé. Donc c'est vraiment que le but devient secondaire et c'est le cheminement, l'expérience qui est primaire. Première. Alors qu'on est vraiment dans une société qui met le focus d'abord sur l'objectif. Oui, exactement. Qu'est-ce que je vais en retirer? Positif ou négatif? Ah bah si c'est négatif, je le fais pas. Alors que de toute façon, tout cheminement va être un enrichissement, un apprentissage constant, non seulement de soi vers soi-même, mais aussi un apprentissage, je sais pas, d'une nouvelle pratique, d'autres choses, pas seulement un cheminement intérieur. C'est l'erreur, si je me permets de rebondir là-dessus. Comme je suis actuellement dans une réflexion sur tout un projet autour de l'enfance, de l'éducation, j'ai été amené au travers de mes différentes lectures, prises de conscience et ainsi de suite, à vraiment considérer l'erreur comme un symptôme qui appelle un réajustement. C'est-à-dire qu'on a un concept par rapport à la réalité, une représentation, une appréhension de ce qui va être. On agit suivant cette représentation et le monde extérieur nous renvoie une réponse qui nous montre qu'il y a un décalage. Et c'est ça l'erreur. Il y a un décalage entre ce que nous croyons obtenir comme résultat et le résultat que nous obtenons. Et ce décalage, eh bien, il demande un réajustement. L'erreur, c'est juste ça. C'est un appel au réajustement. Et à l'humilité, peut-être. Oui, bien sûr. Et à savoir que finalement, on doit encore apprendre, on doit encore s'améliorer, on doit encore persévérer. Et c'est dramatique de vivre dans une société dans laquelle l'erreur est un point final. L'erreur, ça arrête tout. Alors qu'en fait, l'erreur, c'est un peu comme, j'ai les gamins là, qui ont des circuits Hot Wheels, tu sais, les petites voitures comme ça, et il y a des lanceurs, tu sais, à élastique, et quand la voiture, elle a quasiment plus d'énergie, elle arrive et bam, tu lui redonnes de l'énergie. Ben, l'erreur, c'est ça. L'erreur, c'est le truc où tu es dans un processus, tu arrives au bout du processus, ben, là, il y a 2 possibilités. Soit le résultat que tu as obtenu coïncide avec la réalité, avec tout est en harmonie, et à ce moment-là, ben, tu maîtrises la chose. Soit si tu n'y es pas, tu as un lanceur, donc c'est à nouveau une espèce de poussée d'énergie qui te renvoie, et l'erreur, elle est là pour te renvoyer, pour te permettre de réexpérimenter. Donc c'est affolant, et c'est d'ailleurs ce qui explique qu'il y ait autant d'échecs dans les apprentissages. C'est affolant de considérer que l'erreur maintenant est vécue comme une sentence et qu'on sanctionne l'erreur. Sanctionner l'erreur, c'est sanctionner le gars qui te donne une main pour te relancer parce que toi, tu es un peu en perte de vitesse. On te coupe la main. Tu as un gars qui te prend pour te relancer, on lui coupe la main. C'est juste ça l'erreur. Dobzhansky a dit il n'y a rien qui ne fait sens si ce n'est à la lumière de l'évolution. Et c'est vrai que sans erreur, sans vraiment taper dans des murs, il n'y aurait jamais eu d'évolution. C'est-à-dire que les êtres vivants, si on en est arrivé à l'être humain avec le cerveau qu'il a, avec la complexité, avec cette capacité qu'il a à donner du sens à son environnement, c'est parce qu'il y a eu des millions d'années où il a tapé dans des murs, il a tapé dans des erreurs, il a été frustré, il a eu la culpabilité, il a voulu changer. Et ces émotions-là qui sont très connotées négativement en Occident, alors que voilà, dans le bouddhisme, il n'y a pas de négativité, positivité. Si on n'avait pas eu ces émotions-là, de frustration, ce genre de choses, on n'aurait pas poussé à aller voir ailleurs, à tester de nouvelles choses. Donc, comme tu le dis très bien, ces erreurs-là, c'est des rebonds. Dans le business américain par rapport au business français, on le voit très bien. Oui. Tu montes une entreprise, tu te casses la gueule, tu en remontes une autre, c'est salué, quoi. C'est vraiment bravo. C'est un battant. 5 fois, 5 entreprises. En France, tu vas dire ça, tu dis, ah ouais, mais il s'est planté 5 fois. Ouais, exactement.
Et je pense que ça va nous faire bifurquer sur l'éducation et ce projet d'école que tu as. Oui. Justement, en France, comment on note quelqu'un? Déjà, on note, c'est horrible, mais on marque en rouge dans une dictée ce qui va pas, quoi. Au lieu de marquer en vert ce qui va. On souligne toujours, comme tu dis, l'erreur. Oui, et surtout, on souligne l'erreur, et surtout, on se rend compte, à la lumière des sciences cognitives, que cette erreur, qu'on connote déjà de façon négative, on fait deux erreurs par rapport à l'erreur d'une certaine manière. La première, c'est de la connoter de façon négative. La deuxième, c'est que c'est quelque chose d'extérieur à toi qui vient pointer une erreur chez toi. Alors qu'au niveau des processus d'apprentissage, on se rend compte que pour que ça fonctionne, et ça c'est basé principalement sur les travaux de Maria Montessori, qui était une enseignante italienne, Maria Montessori a montré que pour que l'erreur prenne toute sa dimension et toute sa puissance, il faut que ça soit la personne qui est agissante qui puisse s'auto-évaluer et corriger son attitude. Donc l'erreur ne devrait pas être négative, ne devrait pas être connotée de façon négative, et surtout, l'erreur devrait pouvoir être mesurée, c'est-à-dire qu'il devrait pouvoir y avoir une auto-évaluation. Ça, ce sont des invariants éducatifs. Invariant éducatif, c'est comme les grands principes, la loi de l'hormèse, la loi de l'homéostasie. C'est des trucs, c'est pas le fruit d'une opinion. Ça s'impose à toi. Tu peux ne pas être d'accord, mais on s'en fout parce que c'est la réalité. Donc si tu n'es pas d'accord avec la réalité, c'est ton problème, mais ça conduit à la folie d'une certaine manière, de nier la réalité. Là, ce sont des invariants pédagogiques. Et par rapport au projet que tu soulignes, ça a été ça le début de la démarche. C'est de me dire, bon ok, là j'ai bossé sur la physiologie du corps, je me rends compte qu'effectivement, il y a des grands principes, des invariants physiologiques. De ces invariants physiologiques, on peut en déduire une attitude de vie et des principes de vie. Et ces invariants physiologiques, si on les respecte, ça fonctionne. Ça fonctionne et le corps prospère. L'individu, je dirais même, parce que c'est pas que le corps, physiquement, psychologiquement, et ainsi de suite, prospère. M'étant intéressé à des domaines comme la permaculture, il y a dans le monde de la vie des sols des invariants. Il y a des invariants, si tu regardes un petit peu toutes les grandes sciences, tu vas retrouver des invariants, des lois naturelles, des principes naturels, d'autres diraient des principes créationnels, tu vois, selon ton orientation. Enfin, il y a des grands principes. Et voyant le système éducatif, que, à titre personnel, je trouvais relativement peu efficace, et le manque d'efficacité, c'est quelque chose qu'on retrouve très souvent, par exemple, dans l'approche de la santé actuellement, c'est très peu efficace. C'est-à-dire que tu vas avoir des gens qui vont être traités pendant 15-20 ans, et dont l'état de santé ne va faire que se dégrader. Donc c'est pas efficace. Quand tu vois le système agricole actuellement, la production alimentaire, c'est très peu efficace. On investit énormément d'énergie pour produire très peu au final. Et chaque fois, ce signal de faible efficacité signale une ignorance ou une méconnaissance des principes. C'est-à-dire qu'on nage à contre-courant. Donc comme on nage à contre-courant, on est obligé de décharger une énergie incroyable pour faire un petit avancement. Si tu nages contre le flot de la rivière, c'est certain que tu vas devoir nager beaucoup pour très peu avancer. Et souvent, le renversement, c'est de commencer à aller dans le sens du courant. Et alors là, tu vas te rendre compte que quand tu vas dans le sens du courant, avec les principes, tu investis très peu pour avoir un très réel résultat. Donc je me suis dit, au niveau des sciences de l'éducation, ça doit être la même chose. Il y a certainement des principes, et je suis tombé sur les travaux que je n'arrête pas de citer, de quelqu'un dont j'ai lu le livre, dévoré le livre, qui est absolument génial, qui s'appelle Céline Alvarez, qui est un livre qui s'appelle Les lois naturelles de l'enfant. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, les lois naturelles de l'enfant, punaise, c'est un titre que j'aurais pu écrire, quoi. Ça me parle. Et en fait, cette dame a fait un travail extraordinaire, elle est partie de la même question. Incroyable. Incroyable, c'est génial quand tu découvres ça, parce que ça veut dire qu'un boulot qu'il m'aurait fallu peut-être des années à faire parce que je n'étais pas compétent dans ce domaine, je ne sais même pas si j'aurais pu l'aboutir, elle est partie de la même chose, c'est-à-dire quelles sont, à la lueur des sciences cognitives, c'est-à-dire étudions comment le cerveau apprend et voyons quels sont les invariants et comment, pourquoi est-ce que le système éducatif actuellement ne fonctionne pas, simplement parce que exactement, ça ne respecte pas ça. Et donc dans les invariants qu'elle a montrés, il y a ce principe par exemple du fait que l'évaluation de l'erreur doit être faite par la personne elle-même qui est investie. Qu'il n'y a pas d'apprentissage si la personne n'est pas investie dans son apprentissage. C'est-à-dire que on apprend par passion et on apprend par joie. Là où il n'y a pas de joie, alors dire il n'y a pas d'apprentissage, c'est faux, parce qu'on va dire ouais, l'école arrive quand même à faire apprendre des choses. Oui, mais au prix de tellement d'efforts, c'est un peu comme l'agriculture actuelle. Oui, on produit de la nourriture, mais on investit tellement, il y a tellement de pétrole qui est brûlé pour ça, avec les engrais, avec les machines et ainsi de suite. C'est totalement inefficace. Là, c'est pareil. L'école actuellement, oui, elle amène de la connaissance, du savoir, oui, mais il faut tellement d'années pour y arriver.
tellement de frustration, tellement de douleur, tellement de blessures, et puis tellement parce qu'il y en a qui y arrivent, mais tellement aussi qui restent sur le carreau, quoi, complètement. Bien sûr, parce que tu prends les grandes écoles polytechniques ou d'autres, et tu regardes les taux de suicide par rapport à ça. Parce qu'ils vont te dire, ah, mais ça marche, regardez le nombre de médailles Fields et de prix Nobel qu'on a. Ouais, mais combien, vous montrez aussi les scarifications, le taux de suicide. Les troubles du comportement et ainsi de suite. Au Japon, où j'ai vécu 6 ans, il est souvent pris comme exemple de réussite sociale, etc. Alors c'est sûr qu'il y a plein de choses qui sont géniales, vraiment. Je suis le premier à le dire, j'adore ce pays, j'adore cette culture. Mais force est de constater que le modèle tout le monde en costard et au pas de course, etc., et tout le monde en randonnion chaque jour, ça fait que c'est le plus haut taux de suicide au monde. Il y a peut-être des questions à se poser, quoi. Il y a peut-être une remise en question à faire. Donc voilà, je pense que c'est aussi partant de ce constat-là que toi tu t'es dit, eh ben, une école, un collège aussi. Alors oui, l'idée a été de dire, bon, j'ai vu au niveau de la physiologie à quel point, à partir du moment où on arrive à aller dans le sens du courant, à quel point c'est facile, puissant, miraculeux quasiment. Hein, c'est, voilà, pour moi, pour des tas de personnes que j'ai vues passer qui me racontent des trucs, qui disent, voilà, pendant 15 ans, j'ai voulu lutter contre cette maladie, j'ai pris des tas de médicaments, et mon état se dégradait et tout. Et là, en 6 mois, tu te dis 15 ans, 6 mois, tu vois, le rapport de temps, il est délirant, quoi. Et donc, quand je suis tombé sur ce travail-là, qui mettait en valeur des lois naturelles, par exemple, loi naturelle, c'est que les systèmes d'apprentissage se construisent quand il y a une hétérogénéité d'âge. C'est-à-dire qu'il y a une transmission verticale qui se fait. Il y a une posture que cet auteur appelle la pédagogie naturelle, qui est, elle analyse la posture que prend un parent qui transmet à son enfant. Et il y a une façon de répéter les choses, de désigner les choses, de s'investir sans trop en faire, qui est quelque chose d'inné, qui s'est jailli, et qu'elle appelle la pédagogie naturelle, et qui, c'est fascinant de le voir, et qui est, du point de vue des sciences cognitives, la meilleure façon de faire en sorte qu'un individu acquiert du savoir. Et elle montre que cette pédagogie naturelle, les enfants l'adoptent naturellement entre eux. Donc elle en déduit que pour qu'un système scolaire fonctionne, par exemple, eh bien, le fait de mettre tous les enfants de 4 ans ensemble, tous les enfants de 5 ans ensemble, tous les enfants de 6 ans ensemble, ça ne marche pas. Elle a fait une expérience sur une école maternelle dans laquelle petite, moyenne et grande section étaient mélangées, et elle en déduit que ça a bien marché, mais qu'elle a été limitée parce qu'elle n'était que dans un cadre maternel, que si possible, il aurait fallu l'étendre beaucoup plus, hein, de manière à ce que chaque élève puisse devenir enseignant et apprenant, enseignant de l'autre et apprenant de l'autre. Et que par ce mouvement-là, bon, ça fait partie des invariants pédagogiques. Donc elle en a montré des tas comme ça, et je me suis dit, et si on imaginait un système dans lequel on fait en sorte que l'environnement qui est proposé aux élèves respecte ces invariants pédagogiques, voyons qu'est-ce que ça pourrait donner comme résultat. Et ça a été un rêve, bon, d'abord fait pour mes enfants, parce qu'ils vont être confrontés à ça, et qu'on a longtemps, parce que j'estimais que le système scolaire tel qu'il transmettait les choses n'était pas efficace, on a choisi de faire ce qu'on appelle l'instruction en famille. Sauf que l'instruction en famille a quand même un inconvénient, qui est souvent pointé du doigt, qui n'est pas un empêchement, hein, mais qui est quand même une difficulté, c'est le fait que c'est difficile de trouver d'autres enfants avec qui les enfants vont relationner. Parce que c'est comme quand tu ne travailles pas, c'est très dur de nouer des relations sociales parce que tout est organisé autour du travail, tu as tes collègues de travail, tes relations de travail et ainsi de suite. Là, c'est un peu la même chose. Les relations entre les enfants, elles passent par les écoles. Si tu ne vas pas à l'école, c'est compliqué. Alors, il y a tout un réseau d'instruction en famille qui est génial, super solidaire et ainsi de suite. Mais l'idée, c'est de se dire, mais de ce qu'il y a de bon dans l'instruction en famille, c'est que l'enfant est libre, avec un étayage positif et bienveillant de l'adulte. Parce que quand tu fais l'instruction en famille, c'est pas tu laisses ton gamin comme ça. Toi, tu es présent et tu réponds à ses demandes pour l'accompagner, pour répondre le plus précisément, le plus clairement et le plus simplement à ses attentes. Hein. Et l'enfant, par contre, a la possibilité de s'investir complètement dans un sujet. C'est-à-dire, pendant 2 semaines, il peut faire qu'un seul truc. Et il va le faire à fond, tu vois. Et je me dis, ça, c'est génial, parce que ça respecte les invariants pédagogiques, mais il faudrait qu'on puisse le faire dans un ensemble où il y ait d'autres enfants. Et donc, l'idée, ça a été de dire, on va proposer de créer une école qui va être indexée sur ces invariants pédagogiques pour permettre d'avoir le maximum d'efficacité
et qui va permettre aux enfants aussi bien de ne pas être isolés comme ils pourraient l'être en instruction en famille, d'avoir le meilleur des deux mondes d'une certaine manière, tout en s'inscrivant, parce qu'il y a des normes en France, donc en s'inscrivant aussi, en étant attentif au programme d'éducation nationale, donc en voyant comment ce qui est proposé, l'environnement qui est proposé aux enfants peut permettre d'atteindre ce qu'ils appellent les attendus de fin de cycle. Donc c'est pas un projet farfelu, tu vois, qui est complètement séparé. Non, c'est complètement intégré dans un projet d'éducation. Je dirais même, c'est ce qu'a montré Céline Alvarez, cet auteur, au travers des classes qu'elle a pu prendre, c'est que ça réalise le projet de l'école républicaine, parce qu'on te parle de liberté, égalité, fraternité. Liberté, à l'école, on apprend les corps contraints et le temps contraint, donc il n'y a pas de liberté dans l'école. Tu n'as pas la liberté de t'intéresser à ce que tu veux t'intéresser. Le gamin qui veut s'intéresser à la vie des fourmis et qui est fasciné par ça, il n'aura pas la liberté de s'intéresser. Histoire, géo, français. Exactement. Il n'y a pas de liberté. Égalité, le système scolaire français, et c'est pas une façon de taper sur les enseignants, parce que j'ai été moi-même enseignant, c'est un constat, il y a une souffrance monstrueuse chez les enseignants eux-mêmes, mais égalité, le système français, scolaire français est régulièrement montré du doigt comme l'un des systèmes les plus inégalitaires qui soit, et fraternité. Comment tu veux développer de la fraternité quand tous les enfants de 4 ans sont rassemblés ensemble? La fraternité, tu la développes aussi dans la diversité. Donc, je dirais même que le projet que je défends est un projet éminemment républicain. Je ne pensais pas un jour pouvoir dire un truc pareil, mais liberté, égalité, fraternité, ok, alors prenons le mot et donnons les moyens aux gens d'expérimenter ça. Super. C'est ça l'idée. C'est beau. C'est ça l'idée, et on est parti. On est parti pour ouvrir ça en septembre 2020. Ah, c'était la prochaine question. Oui. Septembre 2020. Oui. Ok. Septembre. Bien en place. Ce sera du côté de Perpignan. Exactement, dans la moyenne montagne, pas loin de Perpignan. D'accord. Et d'ailleurs, à ce sujet-là, je propose donc le 30 novembre et le 1er décembre, le samedi après-midi et le dimanche matin, une grande réunion d'information pour tous les enseignants qui seraient intéressés de participer au projet, qui va grossir, qui va démarrer. On s'est lancé comme objectif de démarrer en septembre avec une quinzaine d'enfants, donc tout petit groupe, et d'augmenter, et à terme, ce qu'on aimerait, c'est avoir un effectif de 60-70 enfants à peu près, ce qui me paraît suffisant pour que la structure fonctionne, qui est assez d'hétérogénéité d'âge, et en même temps que, c'est un point que l'auteur de la série Céline Alvarez pointait, il ne faut pas que par classe d'âge il n'y ait qu'un élève, parce qu'ils ont besoin aussi de se regrouper à certains moments. Donc il faut qu'il y ait à la fois suffisamment d'amplitude et suffisamment aussi de groupes d'un certain âge pour que les enfants ensemble puissent se structurer, qu'ils puissent passer de je relationne avec les plus petits ou les plus grands à je relationne avec ceux de mon âge. Puis, tu vois, donc 60-70 enfants, ça paraissait le nombre suffisant, par rapport aussi à la taille de la structure, histoire de ne pas faire un truc énorme, parce que ça demande du bâtiment, ça, pour pouvoir héberger tout ça. Et en se disant que si ça marche et si le modèle est fonctionnel, après, il s'agit de disséminer ensuite. C'est ça. C'était aussi ce que je voulais, évidemment, tu dis toujours dans mes pensées. Le côté scalable, est-ce qu'on peut le répliquer? Est-ce que c'est parce que à mon avis, c'est l'argument qu'on va souvent t'opposer. On va dire, ouais, non, mais c'est bien joli, tu fais ton truc dans ton coin. Pour 60-70 élèves. Voilà. Ça ne marchera pas à grande échelle, etc. Alors déjà, je te dirais que même si c'était que pour 60-70 élèves, ça vaudrait le coup. Déjà, même si ce serait pour un. Voilà, ça serait rien que pour mon fils ou mes enfants, ça serait déjà pas mal. Après, je suis d'accord avec toi que rapidement, vu l'énergie que ça demande aussi, et puis l'espérance que j'ai en moi, il y a l'envie de le développer. Et ça fait partie d'un ensemble dans lequel ce projet d'instruction pour les enfants est intégré avec un centre de formation pour adultes lié au domaine de la santé, du renforcement, de l'antifragilité, et lié aussi avec une ferme de production alimentaire, et que l'ensemble constitue un tout cohérent, et je dirais constitue aussi un tout cohérent en termes de modèle économique. Parce que j'ai trop vu d'écoles privées qui sont des écoles dans lesquelles finalement le ticket d'entrée il est monstrueux. Voilà, c'est 600-700 euros par mois, et ça, il y a très peu de familles qui peuvent se le permettre. Et l'idée, c'est vraiment d'arriver à faire quelque chose qui soit accessible. On va être dans le cadre de l'école privée, parce que de l'école publique, avec un programme comme ça, c'est impossible, ça ne marchera pas, de se faire subventionner. On va être dans le cadre de l'école privée, mais l'idée, c'est de faire en sorte que l'ensemble soit économiquement stable. C'est-à-dire le centre de formation pour adultes, le centre des enfants et la ferme, qu'ensemble, ça fasse un bilan neutre. C'est-à-dire qu'à la fin du mois, tous les emplois soient payés et que le système soit équilibré. Et si ce système-là, tel que je l'ai imaginé, ce modèle économique fonctionne, alors à ce moment-là, il est scalable, comme tu dis, c'est-à-dire qu'on va le dupliquer. Et comme je sais que les besoins éducatifs pour les enfants, des parents qui ont envie que leurs enfants soient dans un cadre, dans un environnement, parce que c'est vraiment l'essentiel de ce qu'a montré Maria Montessori. Elle parlait toujours de el ambiente. El ambiente, c'était l'environnement. Et elle montre que
là je reprendrai les mots de notre cher autre Pierre, Pierre Etchard, mais quand il dit l'humain et son environnement, et EST, eh bien l'enfant n'est pas déterminé. Et ça, c'est vraiment très intéressant. Elle cite par exemple dans son livre un exemple, elle dit, imaginons qu'on ait un enfant qui soit issu d'une famille de prix Nobel de littérature. Cet enfant, dès qu'il naît, on le place dans une famille dans laquelle le langage il est extrêmement réduit. On va dire une classe défavorisée entre guillemets. Eh bien, cet enfant ne va pas du tout développer un langage lié à sa lignée. Il va développer un langage lié à l'environnement dans lequel il est. Et donc, le focus, c'est de dire, on va créer un environnement le plus riche et diversifié possible pour permettre à ce pré-câblage qui est présent dans l'enfant eh bien, de s'épanouir de la meilleure des manières. Et ça, je pense que ça a de l'avenir. Je pense qu'il y a des tas de parents qui ont envie de dire « mais moi, j'ai envie que mon enfant il développe son full potentiel. » Voilà, et qu'il ne reste pas bridé. Ah mais c'est une potentialité. C'est une potentialité. D'ailleurs, c'est ça qui est fascinant. Elle explique, tu as 2 minutes là, parce que j'ai trouvé ça extraordinaire. Parce que c'est toujours une question que je m'étais posée, parce que pour avoir pas mal d'animaux chez nous, quand un petit poussin naît, au bout de quelques minutes, il est capable de se mouvoir par lui-même, de picorer et ainsi de suite. Même un petit chiot, ça va très très vite. Le chiot, au bout de 2 mois, le chiot, il vit sans sa mère, quoi. Il n'a plus besoin de rien. Et l'humain, je veux dire, il faut, pas dire 40 ans, mais des fois, il faut pas mal de temps, même à 18 ans, tu vois, c'est laborieux, quoi, tu vois, pour arriver à se construire. Et donc, d'un point de vue évolutif, tu pourrais te dire, mais c'est une énorme fragilité, parce qu'il est à ce point-là dépendant. Et elle montre, au regard des sciences cognitives, qu'au contraire, c'est ce caractère non achevé, qu'on appelle plasticité cérébrale, qui permet aussi aux jeunes humains d'intégrer toutes les avancées qui ont été faites par les générations précédentes. C'est-à-dire que s'il y avait une fixité, bien, il y aurait une fixité de l'avenir de l'espèce Homo. C'est-à-dire que tu prends un chien, tu prends un poussin, dans 100 ans, dans 200 ans, il fera toujours la même chose. Il naît, il picore, il vit, il se reproduit, et puis il meurt, et puis il naît, il picore, il se reproduit, et puis il meurt. L'humain construit encore plus de connaissances, de savoir, de techniques, pour le meilleur comme pour le pire. Maintenant, il construit une histoire qui a en devenir. Et cette plasticité cérébrale du jeune enfant lui permet eh bien, de télécharger d'une certaine manière, comme un programme qu'on téléchargerait, mais l'actualité de son époque. Donc cette plasticité cérébrale, elle est géniale, mais elle est aussi ultra dépendante de l'environnement dans lequel il est. Elle est très poreuse. Ouais. Donc l'environnement est primordial. Et c'est un peu ce que j'ai envie de dire aux parents, c'est-à-dire qu'on vous a dit de votre enfant qu'il est comme ci, qu'il est comme ça, qu'il est incapable de faire ceci, qu'il est incapable de faire cela. Et si vous essayez de le placer dans un environnement qui soit apte à répondre à ses besoins, est-ce que vous ne croyez pas que vous pouvez être surpris par votre enfant? Et c'est ce pari-là, tu vois, parce qu'en plus je connais la réponse. C'est là où c'est l'avantage. Je connais la réponse. Je connais la réponse. La réponse, c'est oui, les enfants vont être métamorphosés, et obligatoirement. Je pense que tous les parents la connaissent. Parce que tous les parents ont été subjugués par la capacité de son enfant à faire des choses incroyables, comme ça, spontanément, quand il s'amuse, quand il... Voilà. Dans le jeu. Il n'y a plus de menottes à tous les bras qu'il a, c'est-à-dire tous les bras, j'entends toutes les potentialités qu'il a de faire des actions ou de découvrir des choses. On a l'impression qu'en fait, on le menotte pour en laisser que 2, ceux de l'école, puis que 2, ceux du foot où il va. Et puis tout d'un coup, quand on lâche tout, il fait des trucs dingues. Il fait un truc dingue. Et donc, ça, c'est une frustration pour le parent. Et après, c'est de la culpabilité, parce qu'il dit, c'est peut-être moi qui peux donner le bon environnement, etc. Et en passant par la case connaissance, comme on essaye de le faire dans les transmissions qu'on fait sur nos chaînes respectives, c'est-à-dire, comprenez d'abord les principes. Quand vous comprendrez les principes, vous saurez trouver le bon environnement pour que tout s'exprime. Oui, ça coule de source. Ça coulera de source. C'est comme si tu disais nager à contre-courant ou aller dans le sens du courant. Et quand ça va dans le sens du courant, c'est pas que ça va à la même vitesse que quand on nageait à contre-courant et les choses s'améliorent, non. C'est que ça va à fond, et que tout marche tout d'un coup. Et là, c'est beau. Donc, ça me fait jubiler, en fait. Je suis vraiment très, très heureux parce que, comme je te disais tout à l'heure, hors caméra, Vérisme TV, je l'ai commencé pour les enfants. J'ai toujours ce projet de roman qui est en cours et qui va naître très bientôt grâce à Fabien Moine et les éditions Exuvie qu'il a lancé. Fabien, que je ne connais pas, j'espère que tu nous présenteras quand même. Ouais, mais on parle souvent de toi. Mais tu seras dans le Naturo Show bientôt, tout ça. Non, mais j'aimerais vraiment le rencontrer. Je regarde ses vidéos régulièrement, j'apprécie beaucoup son approche. Je sais bien, et à chaque fois je lui transmets tes amitiés, mais ce roman-là, il sera fait pour les jeunes générations, même s'il sera accessible aux adultes aussi. Et te voir avec la même vigueur et les mêmes principes et cette belle philosophie qu'on partage, ouvrir quelque chose, ouvrir une école,
C'est tout simplement, c'est magnifique, quoi. C'est vraiment. Donc, je te l'ai dit tout à l'heure, si d'une manière ou d'une autre, je peux m'impliquer dans le projet, déjà en partageant sur Verisme TV, en allant sur place, évidemment, ça sera fait. Mais en intervenant physiquement, évidemment, je le ferai avec Avec grande grand joie. plaisir. Grand plaisir. Et donc, ça se passera, donc je disais la réunion d'information, Oui. je reprécise, je vais montrer ce que C'est ça quoi, 1er décembre? Non. 30 novembre, 30 1er décembre, 30 novembre, et ça se 1er passera ici, là, sur ce banc, hein, globalement. Donc ça se passe, je vous donnerai pas mal d'informations sur ma chaîne au cours du mois de novembre, mais On mettra les liens. ça se passe au domaine Belleric, Ouais. à côté de Perpignan, Ouais. à 10 minutes de Perpignan, au sud de Perpignan. C'est l'endroit où nous faisons les stages régulièrement. C'est un domaine qui appartient à des amis, donc qui nous offre des conditions assez exceptionnelles Je pour suis toujours heureux de revenir pour le stage Régénère. C'est magnifique. Là, tu vois, les gens ne le verront pas à la caméra, mais on a un panorama là qui est absolument magnifique. Et puis la mer qui est à quelques kilomètres, à 5-6 kilomètres à vol d'oiseau. Et c'est là que ça va se passer. Donc le samedi après-midi et le dimanche matin, il y aura aussi d'autres intervenants qui vont intervenir pour expliquer le projet, le fond du projet, commencer à présenter et commencer déjà à sentir un petit peu quelles sont les familles qui seraient prêtes à venir. Alors ça va impliquer pour certaines familles un changement complet de vie. En même temps, la vie est douce en Catalogne, donc il y a plein d'opportunités. Donc voilà, il y a plein de choses à faire. Super, mon Thierry. J'étais vraiment impatient de t'interroger autour du thème de la paternité, de l'éducation, etc. de ce nouveau projet. Donc, mission remplie pour aujourd'hui. Merci Pierre. Merci beaucoup d'être repassé sur Verisme TV et à très vite. Ouais, et puis moi, je vais t'emprunter pour une vidéo pour moi. Yes. Merci avec grand Pierre. plaisir. Merci Pierre. Ноги соедините, руки опустите. Ноги соедините, руки опустите. Ноги соедините, руки опустите. Прошу вас приготовиться, начали. Начали.